force, pas avec faiblesse. Aide avec force, pas avec faiblesse. Aider par faiblesse, c'est aider pour être aimé. Oui, aider par faiblesse, c'est aider pour être aimé. C'est donner pour qu'on te dise merci. C'est se sacrifier pour se sentir important. Et quand le merci ne vient pas, tu t'effondres. Tu cries à la trahison. Mais en vérité, tu n'avais pas donné gratuitement. Tu avais prêté, tu avais investi et tu attendais un rendement. Nietzsche appelle cela la morale du créancier. Je te donne, donc tu me dois. Je te donne, donc tu me dois. Et cette dette, même invisible, l'autre la sent peser sur ses épaules comme un fardeau insupportable. Aider par force, c'est tout le contraire. C'est aider en sachant que tu ne recevras peut-être rien en retour et l'accepter d'avance. C'est aider en posant des règles claires dès le départ. Je t'aide pendant 6 mois, après tu prends ton envol. C'est aider en préservant ta dignité et celle de l'autre. C'est donner un outil, pas une rente. C'est offrir une canne à pêche, pas le poisson, toute une vie. Et surtout, ce n'est pas faire de ton aide une chaîne. Le véritable bienfaiteur est celui qui aide l'autre à ne plus avoir besoin de lui. Je dis bien, le véritable bienfaiteur, c'est celui qui aide l'autre à ne plus avoir besoin de lui. Ce n'est pas celui qui crée de la dépendance éternelle et sans limite. Si en aidant quelqu'un, tu le rends dépendant de toi, tu n'as pas aidé. Tu as dominé. Et la domination, tôt ou tard, provoque la révolte. Oui, cher ami, maintenant je m'adresse à vous. Vous qui avez été trahis, à vous qui portez cette blessure, cette personne que vous avez soulevée de la poussière et qui vous a remercié avec un crachat, celui-là qui vous avez donné du travail et qui aujourd'hui médit de vous partout, celle-là que vous avez hébergée chez vous, qui en partant a foutu le désordre dans votre foyer, ce neveu, cette cousine, cet enfant, cet ami que vous avez aidé, et aujourd'hui ne vous rend pas service, mais vous pourrit la vie. Je sais que ça fait mal. Mais votre instant de motivation que j'anime depuis des années sur cette antenne vous invite à un exercice d'intelligence émotionnelle. Comprendre sans excuser. Comprendre, c'est reconnaître que le ressentiment de l'autre n'est pas une question de méchanceté pure, mais souvent de fragilité psychologique. Oui, de fragilité psychologique. Il y en a qui n'aiment pas voir de leurs propres yeux. Ils n'aiment plus supporter la présence de celui qui les a vus quand ils étaient dans la boue, dans la poussière, nus, mal habillés. Lorsqu'ils ont un peu de pouvoir, ils vont éloigner ou écarter toutes ces personnes qui ont été témoins de ces moments de faiblesse qu'ils ne souhaitent plus qu'on leur rappelle. L'ingrat n'est pas forcément un monstre. C'est parfois juste un être humain qui n'a pas la capacité émotionnelle de porter le poids de la reconnaissance. Je dis bien que l'ingrat n'est pas un monstre. Ce n'est même pas un méchant. C'est parfois juste un être humain qui n'a pas la capacité émotionnelle de porter le poids de la reconnaissance. Mais comprendre ne veut pas dire excuser. Comprendre ne veut pas dire laisser faire. La bonté sans discernement est une forme de naïveté. Et la naïveté répétée est une forme de complicité avec ceux qui abusent de nous. La première fois qu'on te trahit, c'est la faute de l'autre. Mais la deuxième fois que la même personne te trahit, la question se pose. Pourquoi lui as-tu redonné accès à ta vie? Pourquoi lui as-tu redonné l'accès à ta générosité? Pourquoi lui as-tu redonné l'accès à ta bonté? Il y a 4 règles d'or pour aider sans se perdre. Oui, apprenons à aider sans se perdre. Premier principe, aide sans attente. Donne comme la pluie. Elle tombe sur le juste et l'injuste sans demander de reçu. Si tu décides d'aider, que ce soit un acte fini en lui-même, pas le début d'un contrat émotionnel non signé. Deuxième principe, pose un cadre. Fixe la durée, les conditions, les limites. Dis-le avec amour, mais dis-le clairement. Un cadre protège celui qui donne autant que celui qui reçoit. Je vais te recevoir chez moi pour 6 mois, pas plus. Pas un jour de plus, tu vas te débrouiller pendant ces 6 mois à trouver les moyens de te loger par toi-même. Nous sommes d'accord? Si nous sommes d'accord, le contrat est signé. Si nous ne sommes pas d'accord, je te donne ma petite contribution, débrouille-toi à te loger ailleurs. Je te loge chez moi, c'est pour 1 an, c'est pour 6 mois, c'est pour 2 ans. Juste après,
débrouille-toi à te loger. Pas un jour de plus, tu pars de chez moi. Nous sommes d'accord? Nous ne sommes pas d'accord. Et écoute, mon cher ami, voilà mon enveloppe, bats-toi ailleurs. Sinon, si quelqu'un s'installe chez vous comme chez lui, le jour que vous lui demandez de partir, ça devient un problème. Il va grandir là, commence à se prendre pour le deuxième papa de la maison, ou la coépouse de la maison. La belle-sœur qui vient chez vous pour une éternité finit par se prendre pour la deuxième femme de son frère, ou l'autre femme de son frère, ainsi de suite. Troisième principe, préserve la dignité de l'autre. N'aide jamais en humiliant. Ne rappelle jamais à quelqu'un ce que tu as fait pour lui. Chaque rappel est un clou que tu enfonces dans sa fierté et c'est ce clou qui, un jour, se retournera contre toi. Quatrième et dernier principe, ne te laisse pas détruire par l'ingratitude. Si tu es trahi, pleure un coup, apprends la leçon et avance. Ne laisse pas la trahison d'un seul fermer ton cœur à tous les autres. Le monde a besoin des gens généreux comme toi, mais aussi il a besoin des gens généreux et intelligents. Je termine avec cette image, inspirée de Nietzsche. Le lion ne s'étonne pas quand le chien qu'il a nourri lui montre les crocs un jour. Le lion ne s'étonne pas quand le chien qu'il a nourri lui montre les crocs un jour. Le lion ne pleure pas. Le lion ne supplie pas. Le lion comprend que c'est dans la nature des choses. Et le lion continue à être un lion. Soyez des lions. Aidez avec puissance. Donnez avec discernement. Et quand l'ingratitude frappe à votre porte, ne devenez pas amer. Devenez plus sage. La trahison de ceux que vous avez aidés n'est pas la preuve que vous avez eu tort de donner. C'est la preuve que vous avez donné à quelqu'un qui n'était pas encore prêt à recevoir. Donner n'est pas une erreur. Donner n'est jamais une erreur. Mais donner sans discernement, ça, c'est le piège. Alors, donnez comme des lions, pas comme des agneaux. Instant de motivation. Elle est avec nous pour parler vrai. L'émission, la rubrique, la chronique qui accompagne votre journée et qui met les mots simples sur les situations que beaucoup vivent mais expliquent difficilement. Aujourd'hui, nous touchons un sujet qui dérange. Un sujet que beaucoup de gens portent en silence, parfois depuis l'enfance. Peut-on parler des parents toxiques? Ce mot a-t-il sa place chez nous dans le contexte de notre société où le respect du père et de la mère est sacré? Ou bien alors est-ce simplement un manque de respect déguisé en psychologie moderne? Pour en parler, je suis avec elle. Comme tous les matins, elle est ravissante. Marie-Agnès Sarnier. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Cyril et bonjour à tous les auditeurs de Radio Balafon. Marie-Agnès, oui. Le mot toxique appliqué à un parent choque beaucoup de gens au Cameroun. On entend souvent dire « un parent reste un parent, ne le juge pas ». Mais pourquoi ce thème provoque-t-il autant de réactions chez nous? Parce que dans notre culture africaine, le parent est une figure presque intouchable. Le père et la mère ont donné la vie. Ils ont souffert pour élever leurs enfants, souvent dans des conditions très difficiles. Au Cameroun, combien de mères ont vendu du poisson au bord de la route pour payer les frais de scolarité? Combien de pères ont travaillé jour et nuit pour que leur enfant mange? Alors, quand un enfant utilise le mot toxique pour décrire ce parent, la société considère cela comme de l'ingratitude. On te demande, on te répond, ta mère a souffert pour toi. Tu n'as pas le droit de parler comme ça et la personne qui souffre se tait. Et donc le problème n'est pas seulement le comportement du parent, c'est aussi le fait que la société interdit d'en parler. Exactement. Et c'est là que la souffrance s'installe durablement. L'enfant grandit en pensant que ce qu'il ressent est anormal, qu'il devrait simplement supporter. Qu'un bon enfant africain ne remet pas en question ses parents, et cette idée l'accompagne parfois jusqu'à l'âge adulte. Et concrètement, qu'est-ce qu'un comportement toxique de la part d'un parent? Parce qu'il faut distinguer la sévérité de la toxicité, n'est-ce pas? Oui, c'est une distinction très importante. Un parent sévère pose des règles, corrige, exige le respect. Cela fait partie de l'éducation et ce n'est pas toxique. Nos parents nous ont donné des limites et cela nous a construits. Un comportement devient toxique quand il détruit l'estime de l'enfant de manière répétée. Quand un parent dit régulièrement « tu ne vaux rien, tu ne réussiras jamais, tu es comme ton père qui est un bon à rien », quand un parent compare sans cesse ses enfants entre eux, regarde ton frère, lui au moins s'il est intelligent. Quand un parent utilise l'affection comme une arme, si tu ne fais pas ce que je veux, tu n'es plus mon enfant. Ce ne sont pas des corrections, ce sont des paroles qui cassent un être humain de l'intérieur. Oh là là,
Mais au Cameroun, Marie-Agnès, on entend souvent aussi, c'est la chicotte qui éduque. Les oreilles de l'enfant, c'est sur les fesses. La frontière entre discipline et violence est parfois floue. Explique-nous ça. Oui, et c'est un vrai débat. Dans beaucoup de familles africaines, la correction physique fait partie de l'éducation. Et il ne s'agit pas ici de juger toute une génération de parents. Beaucoup ont éduqué comme ils pouvaient avec les moyens et les croyances de leur époque. Mais quand la violence est excessive, régulière et disproportionnée, elle laisse des traces, pas seulement sur le corps, sur la confiance en soi, sur la capacité à construire des relations saines, sur la manière dont on se voit soi-même. Un enfant qui grandit dans la peur permanente de son parent ne développe pas du respect, il développe de l'anxiété. Il y a aussi le chantage émotionnel. Le chantage émotionnel. Mais c'est quelque chose qu'on observe beaucoup chez nous aujourd'hui. Oui, et c'est peut-être la forme la plus répandue et la moins reconnue. Le parent qui dit « j'ai tout sacrifié pour toi, tu me dois la vie ». Le parent qui culpabilise l'enfant chaque fois qu'il prend une décision autonome. Le parent qui considère que l'enfant adulte lui appartient encore et doit obéir sans réfléchir. En Afrique, la reconnaissance envers les parents est fondamentale. Personne ne remet cela en question. Mais la reconnaissance ne devrait pas signifier la soumission totale. Un enfant de 40 ans reste l'enfant de ses parents, oui, mais il est aussi un adulte avec sa propre vie, ses propres choix, ses propres responsabilités. Et comment réagir quand on réalise que son parent a un comportement toxique? Parce que couper les ponts chez nous, c'est presque impensable. Le parent est sacré. Et je ne recommande pas de couper les ponts. Ce n'est pas la solution dans notre contexte. En Afrique, la famille est un tissu. Si tu coupes un fil, tout le reste se fragilise. Tu te retrouves isolé non seulement de tes parents, mais de tes frères, tes sœurs, tes cousins, ton village. Ce que je recommande, c'est de poser des limites. Pas avec agressivité, mais avec clarté. Dire « Maman, je t'aime et je te respecte », mais quand tu me parles de cette manière, cela me blesse. C'est difficile, c'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Et si le dialogue direct est impossible, passez par un intermédiaire de confiance. Un oncle, un pasteur, un aîné respecté. Chez nous, la médiation familiale a toujours existé. Ce n'est pas une faiblesse d'y recourir. Certains auditeurs vont se demander si reconnaître la toxicité d'un parent, c'est le condamner. Non. Est-ce que c'est ça? Non. Reconnaître qu'un parent a eu un comportement blessant, ce n'est pas le détester. C'est être honnête avec soi-même. Beaucoup de parents toxiques ne savent même pas qu'ils le sont. Ils reproduisent ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Leur propre père les humiliait, alors ils humilient. Leur propre mère les culpabilisait, alors ils culpabilisent. C'est un cercle qui traverse des générations. Et le plus beau cadeau que tu puisses faire à tes propres enfants un jour, c'est de briser ce cycle. Ne pas reproduire ce qui t'a fait souffrir. Éduquer autrement, corriger sans détruire, aimer sans contrôler. Aimer sans contrôler, oui. Corriger sans détruire, éduquer autrement. Tu es formidable. Et pour les parents donc qui nous écoutent, Marie-Agnès Sagné, oui. Quel message leur adresses-tu? Que vos enfants ne sont pas vos ennemis quand ils expriment une douleur. Si votre fils ou votre fille vous dit « Maman, papa, ce que tu fais me blesse », ce n'est pas de l'irrespect. C'est une main tendue. C'est un enfant qui veut améliorer la relation, pas la détruire. Accueillez cette parole au lieu de la punir. Un dernier message pour les auditeurs auditrices qui portent cette douleur en silence. Ce que vous ressentez est légitime. Aimez vos parents et reconnaître que certains de leurs comportements vous ont blessé ne sont pas contradictoires. Vous n'êtes pas un mauvais fils ou une mauvaise fille parce que vous souffrez. Vous êtes simplement humain. Et si vous avez besoin d'en parler, cherchez une personne de confiance, un ami sincère, un conseiller, quelqu'un qui écoute sans juger. Le silence protège parfois les apparences, mais il ne guérit jamais les blessures. Chers auditeurs, parler des parents toxiques, ce n'est pas insulter nos parents. C'est ouvrir les yeux sur les réalités. Des réalités que beaucoup vivent dans le silence. Le respect des parents est un pilier de notre culture et doit le rester. Mais le respect ne signifie pas accepter d'être détruit en silence. On peut aimer ses parents, les honorer et en même temps protéger sa propre santé intérieure. L'un n'exclut pas l'autre. Merci Marie-Agnès. C'était un plaisir. C'était Parlons Vrai sur Radio Balafon. À bientôt pour un nouveau sujet.